Avec Gérard Leclerc, Dominique Jamais, Paul Melun et Florian Tardif sont avec nous. Et puis Emmanuel Grimaud, que vous allez peut-être découvrir sur notre antenne. Vous êtes spécialiste des retraites. Bonjour. Bonjour, Pascal. Et vous allez essayer de porter même un regard un peu neutre ou objectif sur quelque chose qu'on a du mal à comprendre finalement, et de savoir si c'est une bonne réforme ou pas. Est-ce que c'est possible d'avoir un regard neutre, objectif là-dessus ? Évidemment. Bon, pour le moment, je voudrais... Monsieur Grimaud est avec nous, Emmanuel Grimaud. D'abord, vous êtes un spécialiste des retraites. Absolument. Bon. On accompagne les salariés et les entreprises depuis 18 ans dans l'aide à la décision sur le sujet des retraites. Bon. L'aide à la décision, j'aime bien cette... ça, c'est dans les entreprises, c'est dans les réunions, l'aide à la décision. C'est vraiment le sujet. C'est le new langage. Les gens sont perdus, ils comprennent rien, ils ont des idées fausses sur le montant de leur retraite et leur date de départ. Justement, tiens, on avait cette discussion l'autre jour. Je disais, c'est en gros 50% du dernier salaire dans le privé, à grands traits. Plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Ça va être 60-70 sur des employés ouvriers, voire... Oui. Mais par exemple, les cadres... Et des cadres, on va être entre 50 et 60%, oui, en fonction de l'historique de carrière. Mais là encore, la référence au dernier salaire n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi ? Parce que si vous avez une forte hausse de salaire vos 2 ans avant de partir à la retraite, vous avez cotisé 38 ans à un certain niveau et 2 ans à un niveau le double, par exemple, vous n'allez pas avoir une retraite qui va doubler. Elle est calculée sur vos 40 ans. Elle n'est pas bien calculée évidemment. Sur les 25 Mais moi, ans. je disais que pour les cadres qui sont plutôt bien payés, j'avais le sentiment que c'était 50%. Le taux de remplacement peut être à 50% pour des cadres. Voilà, c'est le sentiment que j'avais parce que je lisais en permanence. Bon, ça, c'est la première question. La deuxième question sur les fonctionnaires. Il est de 70% en France, toute personne confondue. Mais on met la fonction publique dedans. Oui. Oui, évidemment, mais la fonction publique, est-il exact que la fonction publique, c'est 75% du dernier salaire en gros ? Sauf les primes. Sauf les primes. Donc, dans certains secteurs, ça ne fait pas du tout 70 ou 75%. Il y a des primes qui montent à 40% dans la fonction publique. Il y a des secteurs, les enseignants, par exemple, ont très peu de primes. Oui. Eux, ils vont avoir effectivement 70 ou 75% de leur dernier salaire. D'accord. Dans d'autres régimes de la fonction publique où les primes jouent un rôle important dans la rémunération, ça leur fait un taux de remplacement qui baisse. Est-il exact que ma retraite sera calculée sur les 25 dernières années et que dans la fonction publique, c'est sur les 6 derniers mois ? Oui, alors là encore, c'est très difficile de comparer. Il y a quelques études qui ont tenté d'être faites pour comparer ce qui se passerait et on a contribué également si on changeait le mode de calcul. Les écarts ne seraient pas aussi forts qu'on peut l'imaginer tel qu'on le pense quand on dit ça comme ça. Et attention, juste un point, la retraite en fait n'est pas vraiment calculée sur les 25 dernières années. Elle est calculée pour les complémentaires sur la totalité de votre carrière, donc sur les 43 ans. Et sur les 25 meilleures années à la CNAV, ça n'est qu'un seul des paramètres. Et en fait, ensuite, c'est le nombre de trimestres qui va jouer et qui va impacter beaucoup plus votre retraite. Est-il exact que dans la fonction publique, la dernière année, les fonctionnaires ont une augmentation très forte de leur salaire, ce qui leur permettra d'avoir une retraite plus forte ? Vrai ou faux ? Alors, c'est une pratique qui effectivement était, on va dire, connue il y a quelques années, une dizaine d'années. À ma connaissance, il n'y a pas d'études qui testent ça. Et dans ce que j'ai vu récemment sur des régimes de fonctionnaires, il n'y avait pas de forte augmentation. Mais comme je vous dis, il n'y a pas d'études qui évaluent ça. Bon, c'est intéressant toutes ces questions parce que parfois il y a des rumeurs urbaines, comme on dit, et c'est intéressant de les vérifier auprès de vous. C'est quand même automatique. La fonction publique, elle est indexée. Il y a l'index de la fonction publique. Donc, à partir du moment où vous prenez de l'ancienneté, vous montez. Oui, mais c'est pas ce que je dis. Là, la rumeur urbaine, c'était de dire, la dernière année, on fait une augmentation très puissante, puisque la retraite est calculée sur les 6 derniers mois. J'ai jamais entendu ça. Oui, vous êtes député, c'est ennuyeux quand même, ou vous l'étiez, parce que ça existait. Je ne vois pas comment on peut contourner la grille de la fonction publique. C'est une pratique dont on entend beaucoup parler, que je n'ai pas vérifié personnellement. Mais effectivement, c'était assez connu dans certains secteurs. Moi, je suis le compte de François Omril. Je trouve vraiment très intéressant cet homme. Il est à la CGC, c'est ça ? CGC. CFE-CGC. Voilà. Alors, regardez ce qu'il a tweeté hier. Et voilà, 47,5 milliards de rachats d'actions en 2 ans. Dit autrement, de la destruction de capital au seul profit de la pure spéculation. Et dans le même temps, l'argent public coule à flot sans contrôle pour le 12 janvier 2023. Bon, voilà ce qu'il a
Voilà ce qu'il a tweeté. Bon. Alors, est-ce qu'il y a... d'abord, est-ce que ce qu'il dit est juste? 47,5 milliards de rachats d'actions en 2 ans. Autrement dit, la destruction de capital au seul profit de la pure spéculation. C'est vrai ou pas, ça? Sur les 47 milliards, je ne sais pas. Oui. Mais effectivement, c'est vrai que les pratiques de rachat d'actions, ça vient des États-Unis, c'est quelque chose qui est utilisé. C'est pas forcément une destruction du capital. Ça veut dire que l'entreprise redonne de l'argent à ses actionnaires puisqu'elle a de la trésorerie et qu'elle n'a pas de projet pour investir. Donc en soi, c'est pas une mauvaise chose. Sur les dividendes, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, les fameux 80 milliards de dividendes. Ce qu'il faut savoir d'abord... Ce qui veut dire, c'est qu'on pourrait peut-être piquer ces dividendes pour financer la retraite. C'est ça, je l'ai dit d'ailleurs hier. Non, mais c'est ça qu'il veut dire. Est-ce qu'on pourrait imaginer un autre type de financement de la retraite? Sur les dividendes, qui est le premier bénéficiaire des dividendes en France? C'est l'État. Ensuite, vous avez tous les fonds qui sont gérés justement par la CGT, le Fonds de réserve des retraites, la RAFP, le Fonds Agir Carco, qui sont plusieurs centaines de milliards et qui sont très exigeants, qui ont un rendement de 5,5% de leurs fonds placés. Il y a peu de banques qui obtiennent des rendements aussi bons. Deuxièmement, le dividende, c'est très rarement, notamment chez Total par exemple, des dividendes, des profits qui sont faits en France. La plupart de ces dividendes sont des dividendes qui sont faits à l'étranger. Dernier point, l'actionnaire ne s'enrichit pas quand il encaisse un dividende. C'est comme lorsque vous allez au distributeur bancaire, vous retirez 100 € sur votre compte en banque, vous avez 100 € dans la poche. Et vous n'êtes pas plus riche parce que vous avez 100 € de moins sur votre compte en banque. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas compris. Quand je comprends... En fait, la valeur de l'entreprise, une entreprise... Non, mais le dividende, l'actionnaire, il s'enrichit quand il prend un dividende. C'est un bénéfice. Ça fait baisser la valeur de l'entreprise en bourse le lendemain. Le jour où on distribue le dividende, si une entreprise distribue 1 milliard de dividendes, c'est pas le même exemple que le distributeur, si vous me permettez. Si, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez de l'argent dans votre poche, mais la valeur de votre compte en banque a diminué d'autant. Et là, la valeur de l'entreprise diminue autant. Gérard Leclerc. D'abord, il y a deux réalités, mais c'est très compliqué justement d'en tirer des conséquences de l'une sur l'autre. Les dividendes, c'est vrai, ont augmenté de façon considérable ces dernières années, et ça pose quand même un problème au niveau des revenus, que vous le vouliez ou non. Moi, je suis d'accord avec vous. Hélas, la deuxième question, c'est que la France est quand même le pays qui taxe le plus les entreprises. Donc, l'idée, ce serait de taxer davantage. Mais si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens sont idiots. Tout est connecté. En un clic, les gens mettent leur argent à l'étranger. C'est aussi bête que ça. Sauf que vous dites taxer. Alors, il y a taxer, par exemple. L'impôt sur le bénéfice en France, il est, je crois, de 25%. Il était à 33 et il a baissé progressivement. Il est aujourd'hui à 25. Voilà. On se rapproche de la moyenne européenne. Quand même. Non, ça reste supérieur. On est au-dessus de la moyenne européenne. On commence à s'en rapprocher. Mais effectivement, on est très bas. Alors, je voudrais qu'on écoute François Omril et que vous me disiez, il était hier sur RTL, et je voudrais que vous expertisiez ce qu'il dit. Il dit deux choses. Il dit ça n'a pas de sens de faire la réforme des retraites aujourd'hui parce que c'est pas urgent. Il dit notamment, imaginez une retraite, imaginez une réforme dont les effets ont lieu dans 45 ans, ça n'a pas de sens. C'est pas idiot comme raisonnement d'ailleurs. C'est pas idiot. Et puis après, il parle de l'index senior. Il dit que c'est bidon complet. C'est quoi l'index senior d'ailleurs? C'est de mesurer, on ne sait pas exactement encore comment ça va se traduire, mais c'est de mesurer en gros la politique des entreprises vis-à-vis des seniors. Quel est le pourcentage de salariés seniors et probablement est-ce que les salariés seniors sont gardés dans l'entreprise ou pas? Et alors que les entreprises auront un bénéfice si elles font travailler des seniors? Non, à ce stade, c'est juste... on est senior à partir de quel âge dans l'entreprise? On est senior à partir de quel âge? Alors, il y a une quinzaine d'années, une loi absurde qui a dit qu'on était senior à partir de 45 ans. Ce n'est pas les entreprises qui ont dit ça, c'est le Parlement. Moi, je suis un vieillard. Ce qui est totalement absurde. Aujourd'hui, effectivement, le vrai sujet, mais là encore, les choses ont beaucoup changé. Il y a 15 ans, un salarié de 55 ans, il était effectivement considéré comme étant... je vais employer un mot sévère, obsolète. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. On va marquer une pause. Je vous écoute, je bois du petit lait. Parce que quand vous parlez, je comprends un peu. Et vraiment, vous êtes très pédago, donc c'est formidable. On va marquer une pause et après... Emmanuel Grimaud est avec nous ce matin. Je vous parlais de François Omril, on va l'écouter dans une seconde, mais on manque finalement d'informations et c'est bien que vous soyez là, parce que comme tout le monde dit à peu près de tout et n'importe quoi, bon, on part l'âge moyen de départ à la retraite aujourd'hui des Français, c'est quel âge? Alors, pour les cheminots, c'est 56 ans. Pardon, pour la RATP, c'est 55 ans et presque 56 ans. Ça n'a pas changé. Ça, c'est les derniers chiffres. 57 ans et demi pour la SNCF, 58 ans dans les industries électriques et gazières,
63 ans et 4 mois dans le privé, en moyenne. Donc 5 ans de plus que les industries électriques et gazières. Mais même, et 8 ans de plus que RATP et cheminot. Absolument. Mais aujourd'hui, à la SNCF, il n'y a plus de régimes spéciaux, précisément. Plus de régimes spéciaux pour les nouveaux entrants. Oui. Donc effectivement, même sujet que ce qui est prévu dans la réforme. Mais eux, ils vont être touchés par la réforme qui arrive, RATP, SNCF ? Oui, ils vont également devoir travailler 2 ans de plus. C'est-à-dire que l'âge minimum pour partir à la RATP, qui aujourd'hui est de 52 ans, va passer à 54 ans. Mais dans le même temps, pour le reste des Français, ils passent de 62 à 64. Donc on garde 10 ans l'argument qui consiste à dire j'ai signé un contrat qui était pour partir à 54 ans et je vais partir à 56. Il est valable cet argument ? C'est éminemment politique comme question parce qu'on a tous été salariés autour de la table et on a tous pensé qu'on partirait quand on a commencé à travailler à 60 ans et on va probablement partir à 64. Donc c'est vrai que les gens, quand on les interroge, pour tout le monde. Les gens, quand on les interroge, ils sont contents de partir à 63 ans ou ils ne sont pas contents ? Alors il y a une étude de la Direction statistique de la Sécurité sociale qui est très intéressante puisqu'elle interroge chaque année non pas des gens dans la rue, mais elle interroge toutes les personnes qui viennent de liquider leur retraite. La dernière étude date pour les gens qui sont partis en 2020, lorsque l'âge légal était à 63 ans et 4 mois. Il y a 17% qui nous disent on est parti trop tôt, on voulait bosser plus longtemps. 65% qui disent c'est très bien comme date de départ, ça me convient. Et 18% seulement qui disent non, on aurait voulu partir plus tôt. Et dans ces 18%, il y a en plus une partie de ceux qui sont partis à 65, 67, 68. C'est en fait, les gens ils sont très contents. Là. C'est le contraire de ce qu'on entend dans tous les sondages. Oui. Donc nous-mêmes, médias, donnons parfois une image fausse de la réalité. À travers les minorités actives, sans doute, ou les mécontents qui s'expriment. Et... En fait, c'est un sujet qui est complexe et sur lesquels les gens ont une perception complètement faussée. 60% des Français disent on va partir après 65 ans, 66, 67. Dans la réalité, il n'y en a que 20% qui partent après 65 ans. D'accord ? Donc ils pensent qu'ils partiront très tard et ils pensent qu'ils auront une petite retraite et accessoirement, beaucoup disent de toute façon on n'aura rien parce que ça va faire faillite. Ça fait 60 ans qu'on entend ça, on n'aura rien parce que ça va faire faillite. Comme en réalité, ils ont plus que ce qu'ils pensent et ils peuvent partir beaucoup plus tôt que ce qu'ils pensent, il y a un décalage entre les personnes qui viennent de liquider leur retraite et ceux à qui on dit on va changer les règles. Monsieur Grimaud, moi je ne vous connaissais pas, ou je vous avais entendu parfois, mais vous n'avez pas fait l'ENA ? Non. Eh ben, vous devriez rentrer au gouvernement. Il est Parce clair, que quand vous parlez, d'abord, c'est clair. Non, mais c'est un vrai problème. Parce que ce que vous dites là, s'il y avait quelqu'un au gouvernement qui parlait comme vous, ça serait, à mon avis, peut-être plus efficace. On va écouter François Omril. Ça fait plusieurs fois que je vous annonce. On l'espère, les scoops. Bien sûr, on l'espère. C'est le capitaine Drogo, on l'attend. Bon. Écoutons François Omril. Et je rappelle, il est donc CGC. À la tête de la CFE-CGC. Bon, qui est un syndicat plutôt... Des cadres. Plutôt des cadres. Bon, écoutons ce qu'il dit. Je dis simplement qu'on ne met pas les choses dans l'ordre. Ça a été mon principal argument avec le gouvernement, avec la Première ministre, c'est de dire, écoutez, le décalage de l'âge légal, ça n'est pas urgent. De toute façon, aucune réforme paramétrique s'agissant de la retraite n'est vraiment urgente dès l'instant que ce qu'on décale comme paramètre a une influence pratiquement jusqu'à 80 ans derrière. C'est le système par répartition, c'est ce que ça entraîne en termes de conséquences. Mais par contre, il y a des sujets sur lesquels on peut agir de façon urgente. Et ce que vous venez de citer, le taux d'emploi des seniors très faible en France, c'est la priorité sur laquelle on peut agir. Un mot sur l'index. Oui. Moi, l'index, j'ai rien contre, mais honnêtement... vous n'avez rien pour non plus. C'est du bidon, hein. Il faut dire les choses franchement. Il y a un index équivalent sur l'égalité homme-femme, il existe depuis 5 ans. Oui. Je ne crois pas savoir que vous fassiez l'ouverture de vos journaux pour commenter le résultat de l'index sur l'égalité homme-femme. Tout le monde s'en fout, en fait. Non, on l'observe. Enfin, on ne peut pas dire que ça fasse la une de l'actualité. Et puis, de toute façon, ça ne fait pas évaluer les choses, hein. La discrimination des femmes dans les entreprises reste active de façon très importante. Moi, je ne crois pas du tout à l'efficacité de ce genre de choses, même si j'ai rien contre. Vous voyez, l'index, c'est un truc des petits hommes gris. Bon. Et les petits hommes gris, généralement, ça sert à rien. Mais c'est de la com. L'index senior, ça sert à rien. Il dit c'est bidon et je crois qu'il a raison. Il est probable que ça n'ait pas d'impact et que ça soit plus de... La CFDT, par exemple, dit qu'il faudrait un index par secteur.
Ce qui serait beaucoup plus rationnel et logique, parce qu'effectivement... Mais, il y a quand même sur le fond, quand il dit cette réforme, il ne fallait pas la faire. Et également, il y a une discussion, on n'arrive jamais à savoir si on est en déséquilibre sur les retraites. Personne ne dit la même chose, c'est quand même extraordinaire. Alors, je voudrais quand même réagir sur ce qu'il a dit sur le taux d'emploi des seniors. Oui. On entend sur tous les plateaux, partout, y compris des économistes, beaucoup de politiques, qui disent un Français sur 2 est au chômage avant de partir à la retraite. C'est faux, c'est une fake news. Là encore, tous les chiffres sont très précis. Il y a 2 études, une de l'INSEE et de l'adresse et une autre de l'AGIRC. L'AGIRC, c'est très simple. Quand vous prenez votre retraite, ils savent exactement ce que vous faisiez la dernière année. Le taux d'emploi des 60-64 ans est très faible parce que les Français sont à la retraite. 70% des gens qui ont pris leur retraite avant leurs 63 ans. Le taux de chômage avant la retraite, il est de 10%. Le gouvernement, dans son dossier de presse, a même dit 6,9%. Mais en tout cas, l'AGIRC et l'adresse donnent entre 10 et 12%. Donc il n'y a qu'un Français sur 10 qui est au chômage avant de partir. Donc on dit n'importe quoi alors. Donc n'importe le travail des seniors, c'est pas si dramatique que ça? Non. Alors, ça s'est beaucoup amélioré, je l'évoquais tout à l'heure. Mais effectivement, il y a encore beaucoup à faire. Oui, et s'il n'y a que 10% des seniors qui sont au chômage, c'est le taux. En 2003, c'était 35%. Oui, ça s'est beaucoup amélioré. Et pourquoi ces infos arrivent mal dans l'opinion publique? Parce que il faut creuser un peu, il faut chercher, il faut travailler. Il faut travailler, c'est ce que vous voulez dire. Les journalistes, ça c'est un oxymore. Non, mais journalisme et travail. Vous ne laisserez pas passer quand on vous dit, ça. Je vous enverrai les études. Bon. Mais est-ce qu'on est en déséquilibre? Ça, c'est une question quand même qui devrait être simple. Il faut travailler plus longtemps. Pourquoi? Parce que allongement de l'espérance de vie, baisse de la natalité. On a des prévisions à 2040, je crois, de 1,2 actifs pour un retraité si on ne change rien. Et à moins que vous ayez l'envie de lâcher la moitié de votre salaire pour payer les retraites, vous payez déjà 28%, ça ne peut pas tenir. On paye 28% de cotisation sociale. Sur 1 000 euros de salaire, il y a 280 euros de cotisation retraite. 1 000 euros de salaire brut. On paye autant que ça aujourd'hui? Absolument. 28%? 28%, c'est ce que le chiffre que voulait mettre Delevoye dans sa cotisation. Les cotisations sont... Mais on a les retraites... Entre le brut et le net, il y a 28% qui part. Par le patronal. Ah oui. Pour un salaire brut de 1 000 euros, il y a 280 euros de cotisation retraite par patronal, par salarial. Ah oui, d'accord. Donc c'est divisé dans les deux, vous m'avez fait peur. Est-ce qu'il faut travailler plus longtemps? Je regarde jamais la fiche de paye, mais bon... Regardez, du coup. Il y a 2 moyens de travailler plus longtemps. Oui. Il y avait 1, changer l'âge légal, 2, augmenter le nombre de trimestres. Oui. Là encore, il y a une info qui est intéressante. L'âge d'entrée dans la vie active. Entre la génération née en 1960 et la génération née en 1970, on est rentré 1 an et demi plus tard. Et d'ailleurs, par rapport à la génération 1950, il y avait déjà 1 an et demi. Donc, comme on rentre dans la vie active plus tard, on en sort plus tard, mécaniquement. Bien sûr. Plus augmentation du calendrier Touraine. La génération 1964, de toute façon, partait 1 an après la génération 1960. On a 1 an de décalage en 4 ans. La génération 1968 part 2 ans après la génération 1960. Donc le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est de dire on va faire l'âge légal plutôt que le nombre de trimestres. Personnellement, j'aurais pensé que le nombre de trimestres était plus juste. Donc, est-ce qu'il faut le faire? Oui, il faut travailler plus tard. Est-ce qu'il fallait le faire maintenant? Je suis d'accord, qu'on le fasse en 2023 ou 2024, ça ne change rien. Mais dans la mesure où on veut le faire sur le quinquennat, ou en tout cas ils veulent le faire sur le quinquennat, ça faisait du sens de le faire rapidement. Toute la question maintenant, ça va être de comment vont être traités le sujet des carrières longues pour qu'effectivement les gens qui ont commencé à bosser à 16 ans, 18 ans, voire même 20 ans, puissent partir relativement tôt. Et aujourd'hui, dans la législation, il y a quelque chose qui est problématique, à savoir qu'une personne qui a passé plus d'1 an au chômage perd une partie de ses droits à la carrière longue, voire tous ses droits à la carrière longue. Oui. Et évidemment, quand on a commencé à bosser à 18 ans dans des métiers pénibles de la première ligne, la probabilité de ne pas avoir de chômage pendant 43 ans, elle est très faible. Bon, je crois qu'on a fait le tour et je voudrais pas... on a fait vraiment le tour et c'est vraiment très intéressant et je vous remercie parce que vous nous avez éclairé et vous avez eu beaucoup la parole, mais c'était très intéressant. Il y a quand même un point dont personne ne parle jamais. Oui. Vous nous dites l'espérance de vie, etc., donc il y a moins d'actifs. Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas une politique de la natalité? Non, mais c'est la vraie question. Mais pour moi, c'est un des sujets. Non, mais attendez, je vous permets, je pose la question. Mais je suis d'accord, mais il ne peut pas répondre. La mise sous condition de ressources des allocations familiales par François Hollande il y a une dizaine d'années a effectivement entraîné pour la première fois une baisse de la natalité en France. La suppression de cette condition de ressources serait un effet et la natalité. En gros, François Hollande a fait n'importe quoi, y compris sur la natalité. Les naissances de 2022 sont les salaires de 2042 qui paieront des cotisations. Donc ça serait une solution. Ça fait partie des solutions. Bon, effectivement, je vais vous remercier, Monsieur Grimaud. Vraiment, Hollande, c'est vraiment...
Il n'y a rien à récupérer de son quinquennat. Comme ça, c'est bien. Même la natalité. En profiter parce que Je Laurent Geoffrin est veux pas dire, là. de l'électricité, des impôts, de la natalité. Il n'y a rien à Ouais, faut récupérer. demander à C'est Jean formidable. Il n'y a rien à récupérer. Bon, et merci. Hein. Merci. Parce que vraiment, alors vous allez revenir, parce que là, vous avez vu, ils se sont tous tus. C'est la première fois, même Gérard Leclerc, il n'a pas dit un mot. Non, rien de tout ce qu'il a dit était parfait. Je suis sur. Eh oui, vous disiez le contraire hier. Mais bon, ce que je disais, quand je le disais, moi, je me faisais de. Ah non. Il a des, je veux dire, C'est quand tout à l'heure, sur un seul point, je prends que la pension moyenne, c'est entre 70 et 60 et 70%. C'est ce que j'ai dit, je me suis fait non, incendier. sur les cadres. Je vous avais dit, moi, je vous ai dit, sur les cadres, c'est 50%. Ah oui, sur les cadres. Certains cadres, Ça, c'est et là encore, ça dépend de la courbe de carrière. Bon, Après, la en première tout cas, question qu'on ils ont s'est tous posée, été. et au tout début de- je vais vous faire. Vous viendrez tous les vendredis parce que je suis un peu fatigué le vendredi. Vous voyez, et là, ils se taisent. Vous voyez, ils se sont tus. Vous êtes le maître qui arrive dans l'école et alors là, tout le monde se tait. Bon, je vais vraiment remercier monsieur Emmanuel Grimaud. Bon, je rappelle que vous êtes à la tête d'une société qui s'appelle Maximis Retraite. Et votre job, c'est d'accompagner et les entreprises et parfois les particuliers qui viennent vous conseiller pour la retraite, c'est ça Exactement. Donc, et qui veulent évaluer leur Rendre les retraite. choses claires, faire de la Rendre les- pédagogie. Alors c'est plus les, vous l'avez bien fait ce matin, mais c'est plus les entreprises ou ça peut être Aujourd'hui, des particuliers. on accompagne beaucoup les entreprises dans la gestion des seniors, justement. D'accord. Et mais par exemple, il y a des gens qui nous ont écoutés, qui vous ont peut-être trouvé formidable, ils peuvent vous appeler et vous les orienter, vous les conseiller. Absolument. Ils vont sur le site internet maximis.fr et ils auront écoutez, l'email pour nous contacter. Écoutez, franchement, vous allez revenir. Vraiment, parce qu'on Avec a tout plaisir. compris et je vous remercie grandement. Alors vous allez travailler, vous n'êtes pas un petit homme gris, donc c'est pour ça que vous êtes obligé de partir. Absolument. Parce que vous êtes chef d'entreprise aussi. Appelez le gouvernement, donnez-leur des trucs, je vous assure, ça peut les aider. Bon, merci en tout beaucoup, cas. Pascal. Merci, vraiment, merci beaucoup à vous.